Mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Affaire Madiambal Diagne, exil volontaire ou fuite devant la justice, l'expert en droit Senghane Senghor démonte les rumeurs et exprime sur les dernières décisions du ministre de l'Intérieur. Analyse et réaction à suivre dans ce journal. Alerte sanitaire à Saint-Louis. La fièvre de la vallée du Rift continue sa progression. 7 morts déjà recensés. Les autorités engagent une opération d'urgence pour briser la chaîne de transmission avant qu'il ne soit trop tard. À Rufisque, mobilisation des Magui Pastef venus de 25 départements. Il affiche un soutien total au plan de redressement économique et social du gouvernement avec la promesse de le vulgariser à la base. Le Sénégal à l'honneur. Mamadou Amadouli décroche le prestigieux prix Yidan 2025, une distinction mondiale en éducation qui consacre ses efforts dans la recherche et la promotion des langues nationales à l'ère de l'intelligence artificielle. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons par l'affaire Madiambal Diagne qui continue de susciter des réactions depuis son départ pour la France. Le journaliste est accusé par certains de fuir, d'avoir fui la justice. Mais pour l'expert en droit Senghane Senghor, les éléments officiels de confirmation de cette version sont à revoir. Il s'est également exprimé sur la décision du ministre de l'Intérieur de relever certains responsables de leurs fonctions. Voici le reportage signé Babacar Tambédou et Libas Ndir. Madiambal par-ci, Madiambal par-là. Depuis son départ du Sénégal pour la France, le journaliste fait la une. Certains parlent de fuite. Mais pour Senghane Senghor, expert en droit et membre de la société civile, rien ne prouve qu'il ait été interdit de sortir du territoire. Aucun document officiel n'a été rendu public. Et ni le communiqué du ministre de l'Intérieur, ni même lui dans ses écrits ne nous permettent de nous situer sur la question. Donc, à ce jour, moi je ne peux pas dire que quand Madiambal quittait l'aéroport, il savait qu'il était sous le coup peut-être d'une arrestation où il lui était demandé d'aller répondre à la justice de manière formelle. Maintenant, aujourd'hui, il le sait. Il le sait parce que depuis qu'il est en France, lui-même, il réagit à chaque fois à certaines interpellations pour promettre que je vais revenir. Donc, il sait aujourd'hui que la justice a besoin de lui et par conséquent, il doit venir répondre toute affaire cessante à la justice de son pays. Mais comme il promet de le faire, nous l'espérons, nous pensons qu'il le fera et dans les meilleurs délais. Après ce départ, le ministre de l'Intérieur a relevé de leurs fonctions les responsables de la DIC et du commissariat spécial de l'aéroport de Diass, une décision que Senghane Senghor juge ouverte à plusieurs interpellations. Les raisons peuvent être multiples. D'abord, premièrement, parce que le ministre peut penser qu'il y a eu des manquements dans leur travail. Ça veut dire que Madiambal pouvait ne pas être convoqué, pouvait ne pas être sous le coup d'une arrestation, mais peut-être que des ordres avaient été donnés qu'il faut le surveiller. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que le ministre peut penser que peut-être dans ses services, le Madiambal a pu bénéficier de complicité pour pouvoir se faufiler et partir. Et ce qui me le fait dire, c'est que le ministre utilise le terme « il les a relevés à titre conservatoire ». Donc ça veut dire qu'il va mener une enquête pour lui permettre et peut-être nous permettre nous aussi de savoir dans le fond qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est pour cette raison qu'ils ont été relevés à mon avis. Et c'est en tout cas quand je lis le communiqué, c'est cela que je comprends. Pour l'expert en droit, la priorité reste la transparence et la clarté dans ce dossier, afin d'éviter toute spéculation et de préserver la confiance des citoyens dans les institutions. Restons avec Senghane Senghor qui s'est aussi prononcé sur la vaste opération de désencombrement de la capitale. Ce militant des droits humains dit partager la démarche du ministre de l'Intérieur. Toutefois, il estime qu'il aurait dû avoir des discussions en amont menées afin de prévenir des occupants pour éviter toute approche et selon lui, pour éviter en tout cas toute tension future. Nous l'écoutons. Et que dans les déguerpissements, il doit normalement
au préalable discuter avec ceux qui occupent ces voies-là, premièrement, mais deuxièmement, leur donner aussi des délais assez suffisants pour leur permettre de pouvoir quitter tranquillement et en préparant leurs bagages. Mais il me semble que l'affaire elle est inscrite dans un calendrier un peu restreint et que, parce que ça moi-même je l'ai vu, j'ai vu à la télé le samedi tard dans la nuit, entre minuit et 1h du matin à Guédiawaye, des gens dont on cassé les magasins et certains ont même dû demander à la police, ce que j'ai aussi apprécié, parce que la police aujourd'hui essaye de discuter avec les populations et essaye de les écouter. Ils ont dû demander à la police de leur laisser le temps d'évacuer leurs bagages, ce que la police a accepté. Ce qui me fait croire qu'il n'y a pas eu les discussions, qu'il n'y a pas eu les préavis et le temps qu'il fallait à l'avance pour permettre à ces gens-là de partir tranquillement. Mais l'autre chose aussi qui me paraît être fondamentale, c'est que le ministre devait commencer par d'abord voir où loger ces gens-là avant de les déguerpir. Parce que quand tu déguerpis tout Dakar, tous ces gens-là qui occupent illégalement les rues sans leur dire installez-vous ici, tu crées des tensions dans la ville inutiles qui risquent de retomber sur toi. Course contre la montre à Saint-Louis. Une vaste offensive sanitaire a démarré ce matin pour enrayer la progression de la fièvre de la vallée du Rift. Cela pour briser la chaîne de transmission avant que cette zoonose qui a fait déjà 7 victimes ne fasse de nouveaux ravages. Nous voyons les précisions de Moussa Diagne et Abdouboy. C'est une offensive sanitaire de grande ampleur qui a été lancée ce lundi à Saint-Louis. Face à l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, les soldats de l'hygiène sont déployés. Ils ont commencé par le village de Djougop, situé à quelques encablures de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pour désinfecter et traiter tous les animaux afin de prévenir la propagation. Cette zoonose virale a déjà causé la mort de 7 victimes sur 21 cas recensés. Donc nous sommes ici à Saint-Louis depuis hier déjà. Vraiment pour apporter notre soutien, apporter aussi notre appui au comité régional, n'est-ce pas, de gestion des épidémies, qui actuellement vraiment fait face à une situation sanitaire qui est extrêmement difficile, marquée par, n'est-ce pas, l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift. Donc pas plus tard qu'hier, on était en réunion de débriefing avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en présence du gouverneur. Et là, nous avons pu constater que vraiment c'était un véritable fléau. Cette opération, qui doit durer une semaine, mobilise les équipes sur toute l'étendue du territoire régional. Elles ont décidé d'étendre cette offensive pour stopper la progression de la maladie. Vous savez, cette maladie, elle est plus ou moins... un des réservoirs, c'est en fait, on la retrouve d'abord chez les animaux. Chez les animaux, les espèces qui sont affectées, nous avons les moutons, les chèvres, qui sont les espèces les plus sensibles, qui favorisent l'amplification du virus. Ainsi donc, les moustiques pourront les piquer, être infectés et piquer par la suite d'autres animaux et d'autres humains. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la riposte, il faut une vaccination des animaux, mais pas des animaux malades. C'est-à-dire, les zones où on a des cas humains ou des cas animaux, on fait une vaccination autour du foyer, qu'on a l'habitude d'appeler une vaccination périfocale. C'est une course contre la montre vitale qui est lancée à Saint-Louis. En attendant l'efficacité de cette offensive, le seul rempart contre une nouvelle tragédie repose désormais sur la vigilance citoyenne et la détermination des équipes sur le terrain. À Rufisque, la journée internationale contre la rage a été célébrée par l'association des praticiens vétérinaires privés du Sénégal au programme sensibilisation et vaccination gratuite des chiens contre cette maladie mortelle. Les personnes mordues par un animal sont invitées à se faire vacciner sans délai, seul moyen de prévention efficace. La rage étant toujours fatale en l'absence de traitement. Nous écoutons à ce propos le président de la commission scientifique de l'association, Moussou Kandao, et Dr Fatou Fall, vétérinaire privé à Rufisque, au micro de Robert Jandy, et ça le semble. Cette année, à travers le monde, plus de 59 000 cas de rage sont détectés, et principalement sur des enfants.
Donc protéger nos animaux, comme le dit le slogan, c'est protéger également nos enfants. On a eu ce matin à vacciner beaucoup de chiens qui sont déjà partis et on en attend d'autres. Et il y a eu, le ministère a dégagé une 50aine de doses de vaccins. Et s'il le faut, on va encore en ajouter. L'association également des praticiens vétérinaires a fait sa participation en achetant plus de 200 doses également. Là où également le ministère va ajouter encore 200 doses. Donc on est prêt à soutenir la population à travers une vaccination gratuite. L'important, c'est de savoir que c'est une maladie qui ne se traite pas. Donc la rage, une fois les symptômes visibles, c'est inéluctablement vers la mort. Donc c'est une maladie qui ne se soigne pas, mais qui se prévient. Quand on est mordu par un chien, la première chose à faire, c'est de rincer la blessure sous l'eau de robinet avec du savon ordinaire pendant 15 minutes pour éliminer le maximum de virus. Maintenant, après ça, la personne mordue doit aller se vacciner. Il y a 3 injections à faire pendant 3 semaines. L'animal mordeur doit être amené chez le vétérinaire pour faire subir une mise en observation pendant 15 jours. Parlons de la cérémonie de lancement du projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable initié par ONU Femmes qui s'est tenue dans le département de Bignona et porté par Dimbaya Kanyelen et financé par les îles Baléares. Ce projet vise à soutenir financièrement les femmes à être autonomes et à surtout favoriser un meilleur accès aux ressources. Nous voyons ce reportage de Kabastissé et Lamine Diatta. Selon une étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, les femmes représentent un peu plus de 60% de la population de la région de Ziguinchor et plus de 70% de la main-d'œuvre en zone rurale. Malgré ce poids démographique et économique, de profondes disparités persistent entre les hommes et les femmes, notamment dans l'accès aux ressources. C'est pour réduire ces inégalités qu'est lancé le projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable. Le projet est venu à son heure parce qu'il accompagne les femmes à travers les activités de maraîchage, de production de riz et aussi par rapport à la transformation des produits locaux au niveau des groupements de femmes. Les bénéficiaires, conscientes de leur rôle dans la production, expriment le souhait d'avoir un accès plus équitable à la terre afin de renforcer leur autonomie. Nous rencontrons d'énormes difficultés liées à l'accès à la terre. Nous interpellons la mairie et l'ensemble des autorités à nous accompagner afin que les femmes puissent disposer de nos propres terres et devenir autonomes. Les autorités locales, saisies de cette doléance, se sont engagées à porter la plaidoirie auprès des instances compétentes afin de faciliter l'inclusion des femmes dans la gestion foncière. On appelle à ce qu'à l'échelle vraiment des villages, à l'échelle des communes, n'est-ce pas, qu'un travail de sensibilisation soit davantage fait, n'est-ce pas, entre ces communautés-là, entre les communautés aussi et les décideurs, c'est-à-dire par exemple les maires, les élus territoriaux, pour que véritablement la question de l'accès à la terre soit vraiment réglée. Je pense qu'on pourra faire un grand pas en avant. Porté par ONU Femmes, financé par les îles Baléares et mis en œuvre par Dimbaya Kanyelen, le projet est doté d'une enveloppe de 50 millions de nos francs CFA. Il couvre 9 communes, réparties dans les 3 départements de la région de Ziguinchor. À Rufisque, les coordinations départementales des Magui Pastef venus de 25 départements du pays ont organisé une grande rencontre pour réaffirmer leur soutien au plan de redressement économique et social du gouvernement. Ils s'engagent à mieux vulgariser dans leur localité pour une appropriation par les populations. Nous écoutons à ce propos Maya Bembaï, coordonnateur national des Magui Pastef au micro de notre reporter Robert Gentil. Les gens me demandaient, Mayabé, toujours de rassembler tous les Magui Pastef de tous les départements. Lui, il a réussi à le faire. Je l'en félicite. Voilà l'objet de la réunion. La réunion, c'est la relance et surtout pour comprendre le processus de redressement, les causes, les conséquences, le redressement en question, qu'est-ce qu'on attend pour que les Magui Pastef puissent comprendre. Donc nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour soutenir ce plan de redressement. En tant que MAC,
n'ont pas croisé les bras pour nous contenter de prendre nos chapelets et de faire des prières. Nous avons dit que nous finançons ce redressement avec des fonds endogènes. Par conséquent, vous savez, les Sénégalais ont toujours répondu à l'appel de PASTEF quand on était opposants. Il nous arrivait de vouloir plus de 200 millions, voire 500 millions pour aller en campagne. Les gens mettaient de l'argent sans attendre un retour, simplement pour qu'on puisse gagner les élections. Aujourd'hui, nous ne leur demandons pas de faire des sacrifices, de donner de l'argent inutilement et le perdre. Nous leur demandons d'investir. La diaspora, par exemple, pour la diaspora bombe, ils ont toujours investi pour passer, ils nous ont toujours soutenus. Aujourd'hui, on ne leur demande plus de se sacrifier, de nous donner de l'argent, de croiser les bras. Nous leur demandons d'investir. Cette fois-ci à Louga, les cadres du parti PASTEF exhortent l'État à mettre en place des infrastructures de base dans le cadre du nouveau référentiel des politiques publiques. Ils ont mis en avant les opportunités et perspectives de la région, plaidant notamment pour la création d'un institut supérieur d'enseignement professionnel et de lycée technique afin de faciliter le développement local. Leurs propos sont recueillis lors des 48 heures de la JPS par Alioune constitue donc une réelle opportunité pour Louga, dans la mesure où le thème qui a été débattu tourne essentiellement autour des opportunités et des perspectives pour Louga dans le nouveau référentiel des politiques publiques. Si ce thème a été débattu ici, c'est que peut-être à la base, l'objectif final, c'est que l'on puisse maintenant trouver les vases et moyens maintenant qui nous permettront maintenant de mettre Louga dans les rampes du développement. Il y a beaucoup de priorités et beaucoup de revendications que les Lougatois portent qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement prenne en charge. Nous avons bien pris note, par exemple, du fait qu'il faut aujourd'hui un institut supérieur d'enseignement professionnel à Louga. Il faut également des lycées à vocation technique. Je pense que ce sera un processus qui va être enclenché dans le cadre de l'exécution des programmes qui sont édictés et qui seront exécutés dans le cadre du pôle Dakar-Diourbel. Et effectivement, dans les années à venir, je pense que le processus, l'enclenchement du processus de développement de Louga va être de fait et que nous appelons, comme l'a dit le ministre, tous les Lougatois à s'assurer à cela. Je pense que l'exécution du référentiel. Le prix IDAN 2025, grande distinction internationale en éducation, a été décerné au Sénégalais Mamadou Amodouli, qui est le directeur exécutif de l'ARED. Le lauréat a salué une récompense qui honore toute l'Afrique et donc rappelant les initiatives développées ces dernières années en matière de recherche et de promotion des langues nationales. Les acteurs éducatifs plaident désormais pour une meilleure intégration de ces langues dans l'intelligence artificielle. Nous écoutons ce compte-rendu de Fatima Tal. Le prix IDAN 2025 qui récompense les acteurs du changement dans la recherche et le développement en éducation a été décerné cette année au Sénégalais Mamadou Amodouli, directeur exécutif des associés pour la recherche et l'éducation au service du développement ARED. C'est une première pour un Africain depuis la création de ce prix en 2017. Il s'agit de la plus haute distinction dans le domaine de l'éducation. Une fierté, une reconnaissance pour le travail de ARED, pour le travail de toute notre équipe, notre partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi c'est l'Afrique aujourd'hui qui est célébrée. Et donc nous sommes très contents de pouvoir aujourd'hui prouver que des modèles qui sont conçus dans nos communautés au Sénégal peuvent inspirer le monde. Nous avons donc développé plusieurs initiatives au cours de ces 30 années. Et aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons pu faire des réalisations importantes qui ont été amplifiées pour toucher le plus grand nombre d'enfants. Je dirais même aujourd'hui, 13 des 16 académies du Sénégal sont en train de bénéficier d'un enseignement bilingue basé sur les langues nationales à côté du français. Et cela aujourd'hui inspire non seulement nos pays d'Afrique, mais inspire les pays du monde.
Interrogé sur la 4e révolution industrielle, il a souligné le rôle indispensable de l'intelligence artificielle comme outil technologique. L'objectif de l'ARED est notamment de mieux utiliser les langues africaines grâce à l'intelligence artificielle. C'est notre chantier le plus important parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui ne peut pas aller sans les nouvelles technologies. Et l'intelligence artificielle y occupe une place très importante. Notre rôle en tant qu'organisation non gouvernementale qui fait la promotion de nos langues nationales est de travailler à ce que les langues nationales puissent être bien utilisées avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle déjà a montré ses preuves quand on travaille sur les langues internationales, le français, l'anglais et autres. Mais pour que nos langues puissent en profiter au maximum, il y a encore un travail parce que ces IA doivent être entraînées. Et nous avons la chance au niveau de ARED que nous avons un patrimoine d'une 30aine d'années de corpus, c'est-à-dire de produits en langue nationale qui peuvent être donnés à l'IA pour que l'IA apprenne et les utilise pour nous aider à développer les autres connaissances. Rappelons que le prix Yidan a pour mission de créer un monde meilleur grâce à l'éducation en soutenant des idées et des pratiques innovantes dans l'enseignement. Dans votre rubrique littéraire de ce lundi, nous nous arrêtons ce soir sur l'ouvrage Cœur en spleen, paru aux éditions Artige. Eden Okwaka Betsalil publie un recueil de poésie à la fois intime et universelle, inspiré par l'œuvre de Charles Baudelaire. L'auteur explore les tourments de l'âme, les regrets et les questionnements existentiels, tout en affirmant la possibilité d'exprimer l'amour avec délicatesse dans une époque dominée par un discours masculiniste. Adjara Cissé nous en dit plus. Cœur en spleen, c'est le titre du recueil d'Eden Okwaka, une œuvre nourrie par l'héritage de Charles Baudelaire. Alors, il faut déjà savoir que le titre est un titre qui rend hommage à un auteur qui a beaucoup influencé le style d'écriture que j'ai, à savoir Charles Baudelaire. Donc, c'est tiré de lui, parce que notamment le mot spleen est aussi attitré sur la plupart de son ouvrage et de son travail. Donc, ça vient principalement de là. Alors, pour ceux qui ne savent pas spleen, en anglais, la traduction en français, c'est juste mal-être, mélancolie, tristesse. Dans ces pages, l'auteur confie ses tourments, ses regrets et ses pensées les plus intimes. Il faut savoir que la poésie, justement, a cet objectif de pouvoir révéler des choses qui sont parfois enfouies. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, la thématique de l'amour se rattache aussi à des thématiques que tout le monde vit au quotidien, principalement. Tout le monde a déjà aimé une fois, que ce soit son père, sa mère ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais la thématique de l'amour a été plus importante pour moi parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec l'ensemble de ce qui se passe, l'humain est en train d'aller vers une forme de déshumanisation. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'empathie, on a de moins en moins cette faculté à reconnaître que ce soit nos torts, nos responsabilités ou encore même à se donner l'amour et le temps d'aimer comme il faut. Alors je me suis dit que ce serait quelque chose d'intéressant de mettre en avant. Mais Cœur en spleen se distingue surtout par sa délicatesse dans une société où certains évoquent le masculinisme. Eden revendique une parole d'amour empreinte de sensibilité. Je ne suis pas totalement en phase avec ce que la société dit et c'est là où effectivement le rôle d'un écrivain ne doit pas seulement se limiter dans des cadrans de la poésie ou de la lutte en soi, parce qu'un écrivain est d'abord une personne qui prend une position et une position doit être quelque chose de normal, pas quelque chose de dicté, parce qu'aujourd'hui la société a cette forme de masculinité comme quoi un homme ne pleure pas, un homme ne doit pas être sensible ou ne se dévoile pas, mais toujours est-il qu'il faut qu'il y ait un équilibre à mon sens. Et aujourd'hui, quand on regarde le taux de suicide le plus élevé au monde, c'est les hommes et pas les femmes. Donc, ce qui veut dire que plus on arrive justement à exprimer qui nous sommes, à être notre véritable soi intérieur, je pense qu'on pourra guérir beaucoup de choses chez les hommes. Eh bien, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Un recueil qui fait de la poésie une manière de vivre entre héritage littéraire et affirmation intime.
Nous terminons en sport avec à Kaolack, plus précisément, avec l'association sportive et culturelle du Saloum qui a renouvelé ses instances. Le président sortant Fallou Kébé a été reconduit à la tête de l'AS Saloum. Il promet de relever le niveau de l'équipe et de booster le football kaolackois, appelant surtout à une mobilisation collective des acteurs sportifs de la région. Nous l'écoutons avec Ibrahim Ndour et Djibi Diop. Les gens me demandaient, Mayabé, toujours de rassembler tous les magistrateurs de tous les départements. Lui, il a réussi à le faire. Je l'en félicite. Voilà l'objet de la réunion. La réunion, c'est la relance et surtout pour comprendre le processus de redressement, les causes, les conséquences, le redressement en question, qu'est-ce qu'on attend pour que les magistrateurs puissent comprendre. Donc nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour soutenir ce plan de redressement. En tant que MAC, nous n'avons pas croisé les bras pour nous contenter de prendre nos chapelets et de faire des prières. Nous avons dit que nous finançons ce redressement avec des fonds endogènes. Par conséquent, vous savez, les Sénégalais ont toujours répondu à l'appel du passage quand on était opposants. Il nous arrivait de vouloir plus de 200 millions, voire 500 millions pour aller en campagne. Les gens mettaient de l'argent sans attendre un retour. Je remercie encore les Kaolackois que la confiance qu'on m'a encore donnée pour briguer encore un deuxième mandat pour une durée de 4 ans. Et je crois que le travail va continuer. Je crois que c'est la même équipe qui est là. Il n'y a pas de changement. Je crois que le projet, c'est en cours. Je crois que c'est un projet de 4 ans, c'est terminé. C'est notre projet. Je crois avec l'équipe, avec le nouveau président de section football et les sportifs de Kaolack, je crois que je suis optimiste que je crois que l'année prochaine, on peut accéder à l'équipe. Notre priorité, je crois que c'est pas changer. Essayer de réformer certaines postes au niveau du club. Essayer encore de faire mieux pour accéder en Ligue 1. Je crois qu'on a réussi l'année dernière, l'année passée. Je crois que cette année-là, l'objectif c'est que comment faire pour accéder en Ligue 1. Je crois que ça c'est une priorité et puis c'est une demande pour les Kaolackois et les sportifs. Je crois que Kaolack, c'est une grande club, une grande ville. Je crois que Kaolack mérite d'être dans l'île, parmi d'autres régions. Non, on a essayé toujours d'appeler les Kaolackois. Bon, en plus que pour dire la vérité, ils sont répondus. Tous les Kaolackois, vraiment, ils sont là. Mais peut-être, vous voyez que le sport à Kaolack, c'est difficile. Que ça n'empêche pas encore de vous rappeler, les Kaolackois, de venir encore soutenir le club sur le côté financièrement, et sur le côté des infrastructures, de beaucoup de choses. Le président, donc, on l'a toujours rappelé, la mauvaise gestion du LESAT. Je crois qu'il a bien compris. Je crois que ce qu'il a dit, ça montre qu'il est au courant de ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'information sur la 2STV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bonsoir.